Tout est prêt. Politique, il faut toujours trouver son siège. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est important. Voilà. Je vais essayer de vous planter un peu le corps. Oui. Comme ça, dès que vous allez vous préparer. Ben oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il vient de me téléphoner. D'ailleurs. Il vient de me téléphoner parce qu'il est uniquement là. Il faudra travailler avec lui. Parce que vous avez cherché pendant longtemps. Vous étiez à la vision. Dès que vous avez ressenti. Ah, moi, vous pouvez y aller. Non, il n'y a pas de problème. Allez-y, je vous en prie. Ok. Allô? Allô? C'est un micro. Hein. Allô? C'est pas un téléphone. Oui, mais monsieur le ministre du Congo, ne vous en faites pas. Voilà, on va commencer. Et merci. Je suis sûr. On peut éteindre le téléphone pour ceux qui Oui, vont arriver, tout s'il à vous plaît. fait. Merci beaucoup. La salle sera certainement assez comble. Ben, il faut le temps, c'est le soleil africain. On prend le temps. En général, c'est comme ça et après c'est plein. Monsieur le ministre, nous sommes dans une circonstance particulière en Belgique et vos occupations, nous sommes très conscients de ça, elles sont multiples. Elles ont été toujours multiples, mais elles le sont encore davantage. Et malgré tout, vous nous faites l'insigne honneur d'être présent ici parmi nous aujourd'hui. J'ai discuté avec le cabinet qui me dit « Ah, on n'a pas d'annulation ». Moi, je me suis dit « Mais c'est tellement pas possible qu'il arrive ». Mais malgré tout, vous êtes là. Et je n'ai pas de mots pour vous dire merci. Sinon, une fois, une petite pensée émue. Je ne peux pas vous présenter, monsieur le ministre, monsieur André Flao, parce que je ne peux pas tout simplement vu la carrière longue de l'homme. Et ce que je sais actuellement, c'est qu'il est vice-président du Parti socialiste et chargé de l'international, des affaires internationales. Il est par ailleurs président de la Chambre, président du Parlement. Il est ministre de la Défense. C'est lui qui l'a remplacé, je me pense qu'il dort bien, mais enfin, voilà. Et donc, il nous a fait l'inscrire. Monsieur le ministre, depuis 2002, la Côte d'Ivoire, qui était un pays de stabilité séculaire, est rentrée comme ça dans une guerre fratricide. Et cette guerre-là, il fallait essayer d'avoir résolvu la guerre et puis la crise qui s'ensuit. Alors, de fil en aiguille, grâce à la volonté de démocratie de Laurent Gbagbo, qui est le président socialiste, il a lancé tout le pays à la course à la paix et aux accords. Il y a eu des accords de Marcoussis, que vous connaissez. Il y a eu les accords du Ghana, les accords de Pretoria, en passant par le Togo, etc. Ça a pris du temps, et puis maintenant, notre dernier accord qui donne fruit, c'est ce qu'on appelle les accords politiques de Ouagadougou. Et en vertu de ça, ils sont arrivés à trouver un accord, et enfin, on va organiser les élections. Les élections sont fixées pour le 30 octobre prochain, et nous pensons qu'après les élections, tous les Ivoiriens sont conscients qu'après les élections, et puis la paix reviendra. Bien, à chacune et à chacun, bon après-midi. L'action citoyenne, la mobilisation politique et la mobilisation citoyenne, elle doit être permanente et ne pas être dictée par le rythme des élections.
Ainsi, ici en Belgique, nous sortons d'une élection qui était pour le Parti socialiste une élection victorieuse, et on est franchement en train de s'interroger aujourd'hui si on ne doit pas déjà se préparer à une élection suivante. Donc, comme vous l'avez dit, c'est vrai que pour l'instant, les socialistes dans leur ensemble, tant le président Elliot Di Rupo, que je voudrais aussi excuser, que dans la recherche d'une formule gouvernementale susceptible d'amener la stabilité en Belgique et aussi de mettre en place un gouvernement où nos valeurs seront suffisamment présentes pour affronter les défis économiques et les défis sociaux et financiers qui se présentent devant nous et qui sont la conséquence directe de l'échec du système ultralibéral et de la crise financière mondiale. Puisque pour sauver le secteur, pour ne pas pénaliser les épargnants, pour faire en sorte que le système continue à fonctionner, les banquiers sont venus tout penauds demander l'aide à ces affreux politiques qu'ils ne voulaient pas voir et à qui on disait en permanence, surtout ne vous occupez pas de ça, laissez les problèmes de la gestion de l'argent à ceux qui savent. Vous les politiques, vous n'êtes quand même finalement qu'une bande de personnes intéressées par le gain, intéressées par les voix, par le pouvoir, mais vous n'êtes pas responsables. On a bien vu que le système se crachant, ce sont les politiques qui ont dû prendre leurs responsabilités, apporter des solutions, mais des solutions coûteuses, très coûteuses, qui nous imposeront dans les années à venir des efforts considérables, puisque en Belgique, ils sont chiffrés à pratiquement 25 milliards d'euros, à trouver d'ici 2015. Et donc pour ça, il faut un gouvernement. Il faut un gouvernement, si possible, rapidement, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut un gouvernement solide, sur des bases solides, avec des gens capables de prendre leurs responsabilités, et pas des gens qui, comme dans la précédente législature, lorsque les nuages se sont pointés, ont purement et simplement décidé de quitter le navire. Mais la Belgique n'est pas simple, puisque, et vous le savez aussi bien que moi, même si certains amis viennent d'ailleurs, vous venez du Canton. Ah ja, hartelijk welkom in ons land. Mais la Belgique est très compliquée. Er is ook een probleem van de vorming van de regering. Ja, rond 100 dagen. Ja. Bij ons is 97. Ik mag toch hopen van niet. Wat zegt u? Ik mag hopen van niet. Want het wordt een slechte regering voor ons. Ja. Niets, geen socialistisch of sociaal gevoel in het nieuwe Nederlandse kabinet. Nee, dat is een We moeten met vrezen voor alle mensen die in Holland... Nee. Ja, dat weet ik wel. Maar ik heb mijn eigen problemen, voordat mij heel land maakt. Overal hebben we problemen. Ja. En een fusie tussen die twee staten is niet de oplossing. Donc je voulais vous dire que nous sommes effectivement dans un pays particulier avec les sensibilités du Nord et du Sud et des expressions de l'électeur fondamentalement différentes, à la fois sur les idées d'organisation de l'État et les idées politiques, puisque le Nord est plutôt à droite, les nationalistes, et le Sud est plutôt à gauche, les socialistes. Et puis il y a aussi cet enjeu crucial, non seulement pour la Belgique, mais aussi pour l'Europe tout entière, de la région de Bruxelles dans laquelle vous vous trouvez. Question, nous verrons d'ici lundi ce qui se passe, si les gens sont capables de prendre leurs responsabilités et d'avancer sur le schéma qui a été proposé. S'ils ne sont pas capables, il faudra peut-être rejouer la pièce. Et donc, pour être précisé, mon titre ici, ce n'est pas ni comme médiateur, ni comme président de la Chambre, ni comme ministre d'État, ni comme ancien ministre de la Défense, de la fonction publique ou autre. Ma place ici est avant tout celle de vice-président du Parti socialiste, en charge des relations internationales, et c'est donc en tant que socialiste que je parle, même si dans mes autres
fonction, je n'abandonne jamais mes idées, ni mes valeurs, ni nos valeurs communes, bien entendu. Mais en tout cas, vous devez savoir une chose, c'est qu'avec Antonio Gambini, qui est aussi responsable du Europarti, qui a pris la succession de Étienne Godin, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui continue à travailler avec nous aussi, eh bien, Étienne Godin, c'est un peu Karl Marx, mais en plus jeune. Ça, vous voyez. Et donc, avec lui, nous avons effectivement développé ou redéveloppé avec d'autres amis aussi le réseau, en quelque sorte, qui avait eu tendance un peu à se dissoudre. Nous n'avons pas été suffisamment attentifs les dernières années, même en ayant un ministre de la Défense, un secrétaire d'État à l'Europe. C'est très difficile dans un pays comme la Belgique de pouvoir marquer la politique internationale. Et donc, nous y avons travaillé pour recréer ce réseau en insistant sur certains axes plus particuliers. Et un axe majeur qui repose sur notre valeur centrale, qui est sans aucun doute la solidarité. Cet axe majeur, c'est de dire qu'il faut absolument que nous puissions imprimer la marque socialiste dans les prochaines relations internationales de la Belgique en insistant sur la nécessité pour la Belgique, mais aussi pour l'Europe, d'intensifier, de renforcer l'axe de solidarité entre l'Europe, la Belgique et l'Afrique. Et l'Afrique dans son ensemble, sans oublier le pourtour méditerranéen. Et à chaque fois que nous défendons cette position, eh bien, nous amenons ces idées dans les réunions de ministres européens, dans les réunions internationales entre les parlements, comme ça s'est produit cette semaine au Parlement belge, et également nous travaillons dans la perspective d'une participation gouvernementale à faire accepter ce principe, réaffirmer ce principe d'un engagement et d'une intensification de l'engagement des autorités belges vers le sud, vers le continent africain dans son ensemble et sur cette base de solidarité et sur ce concept de partenariat. Et nous y arriverons. Nous arriverons à faire passer ces idées de façon concrète, parce que si au niveau fédéral, effectivement, il faut composer avec beaucoup d'autres formations politiques, au niveau de la région wallonne, de la communauté française et de la région bruxelloise, nous sommes aussi présents et il y a aussi des matières importantes de solidarité et de solidarité internationale au niveau de ces entités fédérales. Et c'est ce que nous répétons toujours à nos interlocuteurs, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière la façade européenne, avec Bruxelles, il y a un pays, la Belgique, mais aussi que derrière la Belgique, il y a des entités fédérées où les socialistes sont présents, très présents, et aussi qui ont une particularité, c'est qu'ils sont francophones, il y a donc une certaine communauté de langue, et une compréhension qui peut se faire, et on peut faire des choses concrètes. Parce qu'il ne faut pas faire de discours, il faut poser des actes concrets. Les hommes politiques qui se limitent à faire des effets d'annonce, à faire des promesses et ne suivent pas les promesses d'actes concrets, ceux qui par exemple diraient ou auraient dit qu'ils venaient cet après-midi et qu'ils ne viennent pas, c'est pas bon. Donc ils auraient fait une promesse. Et donc c'est dans ces faits comme ceux-là que l'on crée la confiance et la crédibilité du discours et la crédibilité du projet. Et donc, pour réaliser des choses concrètes, il faut le faire aussi au travers des relations entre les personnes, en commençant par les plus jeunes, et donc c'est le fondamental des échanges en termes d'éducation et en termes de formation. Et puis, il y a aussi l'équilibre à trouver entre les relations entre aussi, c'est non seulement les hommes, c'est pas uniquement les hommes en cravate qui viennent faire les discours politiques ou qui sont responsables de politique, il y a le rôle fondamental joué par les femmes. Et vous êtes nombreuses ici dans cette salle, parce que moi, je suis persuadé que les femmes ont un rôle moteur à jouer dans toutes nos sociétés, dans toutes nos civilisations. Oui, il écoute, hein, je regarde, il écoute. Dans toutes nos civilisations, et aussi, je crois,
dans la résolution de conflits, qu'ils soient des conflits sociaux, qu'ils soient des conflits économiques ou des conflits entre États voisins. Je crois beaucoup à cela, et c'est pour ça que travailler pour la paix, pour la solidarité, passe par une mobilisation constante de tous les instants et de tous les acteurs, en commençant par les acteurs les plus jeunes qu'il faut former, et celles qui forment le plus tôt les acteurs, ce sont les mamans. Et c'est là, effectivement, qu'il faut aussi travailler, mais à travailler en parfaite harmonie. Et donc, il y a ces relations entre les personnes au travers de l'école, et puis il y a cette dimension de la santé aussi qui est fondamentale. Parce que si vous n'avez pas la santé, eh bien, vous ne ferez rien. Et donc, il faut effectivement miser sur la prévention. Il faut miser également sur l'organisation de systèmes de santé qui, eux aussi, sont basés sur cette solidarité. C'est, par exemple, les mutuelles de santé que nous pouvons développer, et nous pouvons le faire puisque dans le mouvement socialiste, il n'y a pas que les partis, il y a aussi l'organisation syndicale, il y a aussi l'organisation mutualiste, et là aussi se tissent des liens de solidarité très forts. Et quand je vous parle ici, on va lancer une coopérative dans le Brabant Wallon pour CapDef, c'est pour justement aider les petites associations qui sont un peu orphelines d'un ministre de la Défense qui mettait beaucoup d'avions à disposition pour envoyer les moyens, pour essayer d'unir nos efforts et d'avoir ou de reprendre une série d'actions concrètes de solidarité vers le Sud. Et puis à côté des actions des individus, à côté des actions des éléments du mouvement, des partis, il y a aussi toutes les relations entre les entités locales, nos communes, nos provinces. Et bien là, on ne peut qu'encourager les uns et les autres à établir des contacts dans les communes où vous vous trouvez et d'inciter les communes où vous vous trouvez à faire des contacts avec les communes dans votre pays, parce que je crois que là aussi c'est formel, ça s'engage dans une relation de durée. Rien qu'un exemple pratique, les mandatures communales sont de 6 ans, c'est déjà beaucoup plus, et l'incertitude en moins que les mandatures fédérales ou même régionales qui sont de 5 ans. Et puis, ainsi, en construisant de la base jusqu'au sommet, à considérer qu'un gouvernement fédéral soit un sommet, on peut renforcer les liens à tous les étages. Les parlementaires sont importants, j'insiste beaucoup sur les liens entre les assemblées parlementaires, la relance des amitiés entre les groupes de parlementaires belges et ailleurs, mais pas uniquement des liens pour faire des voyages d'agrément, mais vraiment des liens qui se basent sur des études, des connaissances réciproques, des dossiers, des personnes, et qui s'engagent sur des projets pour finaliser les projets. Il faudrait idéalement que lorsque les parlementaires se déplacent, à chaque retour d'un voyage, eh bien, ils puissent avoir identifié un projet à concrétiser dans le futur, que ce soit pour les enfants, pour l'éducation, pour les personnes handicapées, etc. Je crois que c'est faisable. La solidarité se construit au quotidien. Donc ça, c'est tout un programme, c'est toute la mobilisation militante au niveau du Parti socialiste que nous faisons et que nous entendons poursuivre dans l'ensemble du mouvement. Alors c'est vrai, la Côte d'Ivoire est un pays important. Comme ministre de la Défense, j'ai veillé à ce que, dans le cadre de l'ONUCI, eh bien, les amis béninois que nous avions formés puissent effectivement apporter une aide pour les opérations de paix et de stabilisation. C'est fondamental. Et ce n'est pas un hasard que ce soit un ministre socialiste qui ait travaillé dans cette direction-là. Pourquoi? Tout simplement parce que les ministres conservateurs dans notre pays ou ailleurs, ils auraient tout fait de dire on va envoyer des troupes belges sur place pour aider. Mais non. Moi, j'ai toujours dit on doit développer des partenariats. Pourquoi partenariat? Parce que partenariat, ça n'a pas cette connotation passéiste. Ça n'a pas cette dimension néocoloniale. Ça n'a pas non plus cette espèce de dimension paternaliste. Le partenariat, ce sont des hommes et des femmes responsables, égaux en droit, qui se regardent dans les yeux et qui ont la capacité, en se respectant mutuellement, de dire à l'autre, voilà nos capacités, voilà nos moyens, voilà nos besoins, et l'autre de dire, voilà ce que je pourrais faire, mais si je m'engage à le faire, je le ferai, avec des évaluations régulières
et un engagement de résultat, mais en honnêteté et en transparence, et dans la durabilité. Et ce partenariat, c'est aussi valable dans le domaine de la défense, et c'est ce que nous avons fait avec les amis béninois, parce qu'en ayant à l'esprit que finalement, l'Afrique, elle doit appartenir aux Africains. Et donc, en clair, ça me paraissait plus normal que des militaires béninois formés et équipés par nous puissent aller, par exemple, dans le cadre de la MONUC au Congo, à proximité d'une population dont ils parlaient la même langue, plutôt que des militaires venant de bien loin, du Pakistan, du Bangladesh, des Indes, n'importe quoi, qui n'avaient pas le contact élémentaire avec la population sur place. Voilà un simple exemple qui, moi, m'a fait découvrir un peu la Côte d'Ivoire, c'est un peu par transitivité. Alors, vous êtes à un moment important. Un moment important parce que dans la vie de toute démocratie, une élection, c'est l'élément fondamental. L'élection, c'est ce qui permet d'éviter des affrontements autres que des affrontements démocratiques. Je crois qu'il y a effectivement, partout où des élections se produisent dans le monde, il y a une mobilisation à avoir de la part de tous les autres démocrates dans le monde pour faire en sorte de supporter le processus, pour faire en sorte de soutenir ce processus pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Il y a un avant, il y a un après élection, et je dirais que ceci, aujourd'hui, fait partie de l'avant, et je crois que ce qu'il faudra faire après, c'est sans doute que de parti à parti, même au niveau européen, parce que le Parti socialiste européen va devoir jouer un rôle de plus en plus important dans le futur, et l'Europe ne pourra exister réellement sur le plan politique qu'à partir du moment où les partis se seront réellement réappropriés à partir de leurs valeurs, ce combat pour l'Europe, l'Europe différente que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est devenue bureaucratique, le Parlement européen est immense, on ne voit plus très bien où sont la gauche, la droite, il y a des compromis qui se font, etc. Il faut peut-être un peu plus de netteté, de clarification dans l'image, et il faudra aussi que ça se fasse au travers des partis. Et ma conviction, c'est que comme Parti socialiste belge, mais aussi comme Parti socialiste européen, nous devons mettre en place dès après les élections chez vous, en souhaitant que ces élections se passent très bien et que l'après-élection se passe très bien aussi pour vous, et que finalement, nous puissions établir au niveau politique, sur base de nos valeurs, des liens durables entre de véritables partenaires pour faire des choses concrètes, à la fois pour votre peuple, mais aussi pour notre peuple, parce que d'échanges, on ne peut qu'en sortir enrichi. Et c'est surtout aussi important pour les générations futures. C'est pour ça qu'il faut miser sur la jeunesse et l'enfance et les femmes. Je vous remercie et bonne histoire. Merci, monsieur le ministre. Ça n'a pas été trop long? Non, bien au contraire. Je vais vous dire un peu d'être plus précis. Monsieur le ministre, vous avez fait connaissance avec la salle parce qu'on a tenu compte de votre temps. Suivez peut-être la direction de mon regard. Monsieur Hippo, premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire, il représente avec les députés qui sont à côté notre ambassadeur, son Excellence Mme Marie Gossé. Il va tout savoir alors, parce qu'ils ont pris notre de ils diront tout de vous. Il conduit la délégation de l'ambassade pour nous soutenir. Parce que notre ambassadeur, il faut le dire, elle nous a toujours soutenus dans toutes les circonstances, elle nous a toujours soutenus. Bon, évidemment, ce n'est pas étonnant que cette autorité soit là. Hier, avant-hier, j'étais avec elle, et il y a d'autres programmes qui l'ont fait, sinon personne elle-même sera ici. Donc, je voudrais bien que le visage de cette activité de vie. Je vais vous présenter quelques éléments de la salle, je ne sais pas loin, je vais publier comme ça un nom, le visage, un jour, si on vous voit, on a les oublier. Voilà. J'en oublierai certainement. Ils ont fait pour le moment la politique de service, mais ils vont arriver. En Côte d'Ivoire, il y a 3 grands partis. Il y a le Fonds populaire ivoirien de Laurent Gbagbo au pouvoir, le président, notre seul président. Et il y a le PDCI de notre président fondateur Fobani, qui a resté au pouvoir pendant 45 ans environ. Et puis il y a le RDR de M. Alassane Ouattara. Voilà les grands partis, il y en a encore. Ces représentants seront là tout à l'heure et nous allons faire notre débat interivorien.
Dans la société civile, la dame qui est à votre côté, c'est mon soutien de toujours. Elle s'appelle Félicité Rigba. Elle vient donc de la Hollande. Vous allez parler votre langue entre vous. Moi, je vous disais aussi, mais en Belgique, nous, on est francophones. Donc, voilà. Félicité Rigba, on va l'applaudir. Dans la société civile, ce monsieur que vous voyez aussi, monsieur le ministre, monsieur le premier conseiller, c'est un ami de Mauritanie. Ils ont un parti là-bas. Et ce parti-là, je ne sais pas ce que le Rencontre leur a fait, c'est le soutien inconditionnel pur et simple de Rencontre. Et il m'a une fois téléphoné, il me dit, Bernard, n'oublie pas quand tu fais des activités. C'est à ce titre qu'il est là pour nous soutenir. Donc, Félicité est venue avec, elle me dit de l'appeler mamie, je l'appelle mamie. Mamie Sophie, qui est là et qui est de la Hollande. Dans la société civile ivoirienne, non, même pas ivoirienne, il y a. Oui, non, j'ai même mes lunettes. Il y a M. Théo qui est venu avec eux et qui vient aussi de la Hollande. Il y a Mado, que vous connaissez certainement bien. Mado, elle est là? Elle n'est pas là. Ah non, c'est un militant du PS. Ah ben voilà, elle est là. Elle est là. Voilà, Mado, bon, voilà. C'est la section de Bruxelles. Voilà, de Bruxelles, moi qui vous parle du conseil. Et bien, voilà. Donc, j'ai dit félicitations. Il y a mon frère qui est à votre gauche, tout à fait, il s'appelle Maître. C'est l'autre gauche. Non, non, c'est ça. J'ai dit gauche, mais c'est un homme de gauche, ça veut dire. Aussi bien le cœur que le portefeuille. Voilà. Et c'est lui le directeur de campagne, ça c'est Maître Zoku, directeur de campagne de Laurent Gbagbo dans le Bénédicte. C'est notre chef de file de ce qu'on appelle la majorité présidentielle en Côte d'Ivoire. Zoku! Ici, Tongo Chéri. Nous avons Augustin Talot, qui a toujours dirigé la communauté ivoirienne il n'y a pas longtemps. On a fait des élections, il fallait bien qu'il se repose. Et c'est l'autre le dirigeant de la communauté, qui a vraiment fait son nom, qui est toujours présent. Il s'appelle Augustin Talot. Talot! Laissez tenter, avec tous les Ivoiriens qui ont des petits problèmes. On dit non, il faut se lever. C'est ça. C'est ça. Ah, il est assurant. Il est assurant. Et donc, tous les petits problèmes, allez, on va commencer par les voitures, les bonnes ou le petit décès qui arrive ici, c'est lui qui s'occupe de l'assurance. Donc, c'est quelqu'un de très important. Kanté Cheikh, c'est lui. Il y a Aimé Dakoui. Il n'y a pas longtemps qu'on a fait connaissance. Moi, je suis dans l'Ouest. Il est dans l'Ouest. Il est même debout. Il est même debout. Et tout ce que vous avez dit là, il a compris. Voilà, il est là, il y a une association là-bas qui mobilise aussi bien les Ivoiriens que les Belges. Il est venu avec madame qui est à côté. Aimé Dakoui. Monsieur Jacques Allé, c'est un des conditionnels soutien. Il est arrivé comme ça spontanément. Où est-ce que vous avez eu notre invitation? Il me dit, je suis ici qui ne voit rien. Ça va vraiment se faire au cœur. Monsieur Allé. Alors, j'ai un ami qui était là tout à l'heure, il est parti, et comme vous avez beaucoup parlé de Bénin, vous le connaissez très bien, c'est Victorien. Voilà. Victorien du Bénin. Voilà, ça, monsieur le ministre, je ne vais pas vous dire son nom, vous le connaissez. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'en oublie certainement. Vu le temps de monsieur le ministre, nous allons essayer. Ah oui, ça devait venir, c'est pour ça. Bon, Eugène Ngouen fait partie de la délégation de Madame Félicité Rigba, et depuis un certain temps, il est même avec nous, plus en Belgique qu'à Hollande. Eugène Ngouen, ça va, je n'ai pas oublié encore quelqu'un? Ok. Voilà. Monsieur le ministre, vu votre merci. On va vous laisser. Bon travail à toutes et à tous, n'est-ce pas? Voilà.
Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, les présentations étant faites, l'esprit qui nous a animés au FPI et à la majorité présidentielle en organisant cette journée, c'est que chacun a sa méthode, chacun a sa stratégie. Ici, en Belgique, quelle que soit l'autorité qui arrive, que ce soit le Premier ministre, que ce soit l'autre Premier ministre, le camarade président Philippe Guessant, nous avons toujours tenu un discours qui est notre thématique, que ce soit avec Logo, que ce soit avec Ouattara et les autres, on a toujours tenu notre thématique. C'est la solidarité. Pourquoi? Parce que la diaspora, on se connaît d'abord avant l'avènement des politiques ivoiriennes. Et donc on est solidaire. Maintenant, on a traversé vents et marées, nous allons aux élections. Et je me suis dit, il faut que les élections se passent d'une manière paisible. Et pour ça, il faut qu'on apaise un peu les esprits. D'où une journée de communication citoyenne pour que les Ivoiriens se parlent. Pour que nos relations d'avant se renouent. C'est la deuxième fois que nous faisons ça. Et donc l'appel que nous lançons, c'est que nos autorités ont fait beaucoup. Ici, on a mis les leurs. Nous aussi, on doit se tenir les coudes. On doit accorder notre violon. Même si entre les politiques, voire aussi avec le DDC, les élections seront à l'américaine, c'est-à-dire musclées, il faut que ça se passe dans l'adversité politique, mais empreinte de tolérance et d'esprit de démocratie. Voilà le décor planté. Voilà ce qui nous a animés aujourd'hui pour que nous regroupons les Ivoiriens. Alors, nous allons écouter l'hymne national de Côte d'Ivoire. Parce que c'est notre pays, parce que c'est des racines à retrouver. Et puis on verra la suite. Merci. La minute sera consacrée au monsieur qui va arriver tout à l'heure, qui est mon frère Eloukou, et qui a perdu son père. C'est quand même intelligent. Et on va observer une minute de silence en l'honneur de son père. Nous venons de perdre aussi un grand homme du milieu qui s'appelle Yves Libou. Tout le monde sait, c'est que les Ivoiriens sont mobilisés pour ces obstacles. En Côte d'Ivoire aussi, n'ayons pas peur des mots, il faut le dire, nous avons eu beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. D'abord la guerre, moi je suis de la région de Damalé, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, je vous assure que c'est un désert. Mais vous savez, on ne peut pas faire la paix, on ne peut pas décocher la lune sans casser les œufs. Je me suis dit, c'est la vie. Alors, en l'honneur de tout ce monde, en Côte d'Ivoire, nous avons perdu les êtres chers, voire même le problème du terrain au faux poignet. De tout ce monde-là, nous avons observé une minute de silence. Pardon. Voilà. Tout ça, c'est un plaisir. La suite. Oui. Ok. Comme ils sont pas là, pas de la parole pour toi filmer.
doit être la sanction de la sanction. Bonjour. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble des Ivoiriens, toutes tendances politiques confondues, de cette confiance que vous avez eue quand même en moi, en choisissant comme modérateur. Moi qui ne suis pas ivoirien, et ça dénote si besoin en était votre panafricanisme, et je vous en remercie. Ceci étant dit, nous allons passer quand même à l'organigramme suivant. D'abord, nous allons passer la parole aux représentants des partis politiques. Et nous avons pour chaque représentant de parti politique 10 minutes. Et nous allons voir, en fonction aussi du déroulement du programme, si besoin en est, nous allons quand même essayer d'augmenter ne serait-ce que 5 minutes pour voir à l'évolution du débat. Et je pense que, et je souhaite aussi que nous ayons un débat serein, apaisé, un débat riche en enseignement. Et je peux compter sur vous, j'en suis convaincu que ce sera le cas. Donc, je donne la parole à M. Guy Bernard du FDI. 10 minutes, s'il vous plaît, M. Guy. Et surtout, ne profitez pas de la table. Voilà, merci. Oui, je vais essayer d'être rapide. Quand mes collègues vont arriver, ils vont dire là. Et puis, bah, vous savez, dans la convocation que tout le monde a eue, il y a les enjeux des élections qui viennent, les enjeux de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et moi, je vais me limiter dans un premier temps à ça. Et peut-être dire d'autres mots, quelques mots à propos de la diaspora, parce que notre rapport est fondamental. Les enjeux, vous savez, c'est une élection qui arrive, une élection qui est tout à fait historique. Comme toutes les compétitions, une élection a des enjeux. Une partie de lutte a des enjeux. Une partie de football a des enjeux. Pour l'homme d'affaires, l'enjeu, c'est le gain, c'est la plus-value. Pour nous, un pays, les élections qui viennent ont un enjeu capital, historique. Et Laurent Gbagbo a décidé que s'il est réélu, nous sommes sereins, puisque nous avons un candidat qui est en phase avec les valeurs d'intégrité, qui est en phase avec son peuple. Nous n'avons aucun souci de notre sécurité à ce niveau-là. Alors, il veut sortir la Côte d'Ivoire, c'est ton premier point, je vais vous énumérer rapidement. Il veut sortir la Côte d'Ivoire de la pauvreté. Pourquoi? Parce que les études récentes montrent que la moitié de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire avec $1, vit avec $1 par jour. C'est ça le seuil de pauvreté. Laurent Gbagbo veut améliorer l'enseignement de la Côte d'Ivoire. Et vous connaissez ce programme à manière. Les programmes de Laurent Gbagbo sont consignés dans les livres. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir. Il y a d'autres livres qu'on appelle alternatives. Il y a d'autres livres qu'on appelle le programme du gouvernement FPI. C'est des choses qui sont déposées. Ce n'est plus des choses qu'on dit devant le micro, parce qu'on a tout dans la tête. Et c'est plus ça. Tout est écrit. Donc, la nouvelle génération peut prendre cet homme-là au mot. Donc, améliorer l'enseignement de la Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que 40% de la population ivoirienne est analphabète. Et les élections, non, les études de l'UNESCO en 2002 démontrent que 12% des jeunes Ivoiriens, 7 ans, en âge d'aller à l'école, n'auront aucune chance de connaître ce que c'est qu'une salle de classe. Pour mille et une raisons que moi je ne peux pas vous évoquer ici maintenant. Nous voulons aussi expliquer le fondement de ce programme-là à la Côte d'Ivoire. Marteler, répéter, redonder pour que la Côte d'Ivoire sache que s'il y a un homme qui a un programme d'action politique en Côte d'Ivoire, eh bien c'est Laurent Gbagbo. Nous voulons améliorer les soins de santé, la qualité des soins de santé et l'accès aux soins de santé pour tous. Pour cela, il a créé ce qu'on appelle l'AMI, l'assurance maladie universelle. L'accès à l'eau potable,
l'électricité, le bien-être à 100%. C'est aussi un projet très sérieux. Il va aussi relever le niveau économique du pays parce que quand on n'a pas de pouvoir d'achat, nous ne l'aurons pas. On ne peut pas pousser l'enfant plus loin, ne serait-ce que cet exemple-là, dans le cursus scolaire. Il veut réguler l'économie. Il veut inciter l'État à réguler l'économie. En soutenant les investisseurs, la popularisation de la politique de la fiscalité et aussi alléger les charges administratives et douanières. Parce que c'est des choses qui découragent les investisseurs. Donc il faut alléger ces charges parce que quand l'investisseur arrive à l'aéroport avec son matériel, transfert de technologie et qu'il va passer 10 jours avant de rentrer au pays, ça les décourage. Voilà pourquoi il y a cette nécessité d'alléger la manière de faire. Les banques. Il va inciter les banques à prêter à tous ceux qui veulent créer une initiative, à toutes les initiatives d'emploi, prêter à moindre coût. Tout ce qui est investi, tout ce qui est créé doit être vendu. Quand le paysan se trouve avec son stock de café, cacao, et puis avec des tergiversations, même si l'année prochaine il va aller débroussailler, ce n'est pas très évident. Donc il faut que tout aille comme un pont qui coule sur l'eau. De l'eau qui coule sur le pont. Les pays occidentaux, vous le savez bien, ne produisent pas le café ni le cacao. Mais c'est chez eux qu'il y a les plus riches torréfacteurs de café et cacao. C'est pas normal. C'est pas normal, dit le Rababo. Il faut que chez nous aussi, ces richesses se créent. Et alors, avec ça, on va rentrer en concurrence. Vous savez que la plupart des choses sont, de nos produits sont cotés à Bruxelles, à Londres. C'est pas possible, ça. Moi, dans mon village, les gens sont à l'écoute. À 13h, pour voir quel est le prix de l'or qui a été fixé. Mais pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Il y a quand même tout sur Côte d'Ivoire. Et voilà. L'État démocratique, un État dit démocratique, c'est un État qui rassure les citoyens et qui donne de l'égalité de chance. Si le président Gbagbo, pour ne citer que celui-là, il va voter, et que moi, Bernard Goutinois, je vais voter, eh bien, un homme égale une voix. On ne va pas dire, mais c'est parce que c'est le président Gbagbo que lui, il a la voix qui est plus importante que le Bernard Goutinois. Mais non, je suis un citoyen ivoirien. L'égalité de droit. Voilà, un des champs. Il y a la refondation culturelle et des mentalités. Ça aussi, le président et Premier ministre Afi a beaucoup insisté là-dessus. Et il a donné des exemples, je dirais, banaux. Moi, ça m'a vraiment frappé la dernière fois. Il dit, on est né dans un village, chez nous, en tout cas, on gambade dans le village, partout, randonnée. On mange où on veut, on dort où on veut. Mais à partir du moment où on est fonctionnaire à Abidjan, on commence à s'acharner sur les vieillards du village parce qu'ils sont sorciers. Mais on est né là. Là, il faut aussi donner l'information. C'est très important. Bon, il s'est attaqué au problème, à la problématique de l'incurie, du lacisme dans les administrations. C'est toute l'Afrique, c'est pas trop à la Côte d'Ivoire. Mais il faut assainir tout ça. Parce que ça permet aux Occidentaux de voir le degré de compétition et la performance du pays. Bon, aujourd'hui, la Chine est un pays que tout le monde convoite. Parce que la Chine est un pays efficace. La Chine a commencé à conquérir l'Afrique. Or, l'Afrique, c'était le bastion, le précaré de la France et des pays occidentaux. Mais aujourd'hui, ils ont peur de la Chine. Et comme ça, ils sont respectés, les Chinois. Non seulement ils essaient d'arrêter les Chinois de rentrer en Afrique, mais ils dialoguent avec eux, ils n'ont pas le choix. Voilà, c'est des gens de choses. Donc le Gbagbo veut hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays modernes. Le train de vie des gouvernants, Afi en a parlé. En fait, nous sommes dans une circonstance particulière de la guerre. Et c'est ça qui nous recale. Mais je me rappelle d'un certain Freedom de Lida à Bruxelles. Il disait que si on venait au pouvoir, on n'a pas pu le réaliser, mais ça fait partie de notre programme. Je donne un exemple précis de la régulation du train de vie de nos gouvernants. Le sous-préfet va avoir une voiture. S'il est affecté, il ne va pas laisser la voiture pour aller trouver d'autres voitures. C'est cette voiture-là qui va le suivre.
Et quand il y a une panne, il va appeler les personnes de l'État qui vont réparer. Ça va l'obliger à ne pas rentrer dans les bouts n'importe comment et conduire sa voiture parce que c'est son matériel. Voilà un exemple que je donne. Ah, il y a aussi le train de vie. Les ministres me faire manger, mais c'est comme ça. Vous savez, en France, c'est un pays de 70 000 d'habitants, 70 millions d'habitants. Mais il y a 15 ministres actuellement. Le ministre Florent était là. Au fédéral en Belgique, il n'y a pas plus de 5 ministres. Mais c'est des grands pays, des structures politiques et sociales et économiques très complexes. Je n'ai pas rentré dans les détails. Mais il y a je crois qu'il y a 4 ministres au niveau fédéral. Donc il y a moyen de réduire le train de vie. Le président Gbagbo a décroché les enseignants. Mon fils enseigne à Beauville. La dernière fois, je suis rentré, on allait au village. Bon, pour lui, c'est Gbagbo qui a tout fait. Je dis, mais écoutez, tu as quand même un ministre de tutelle. Il dit, ah, mon cher, ici, c'est comme ça. Alors voilà le train de vie, je veux dire le décrochage des enseignants. C'est un problème qui a traîné pour des années, qui a été développé en très peu de temps. Il paraît même que maintenant, les assurances, non, notamment les pensions, ça sera mensuel au lieu d'attendre le trimestre. Voilà, je ne peux pas vous dire tout, d'ici à 5-6 minutes. La conquête de la démocratie, je voudrais en dire un mot. Dans ce domaine-là, je crois qu'il n'y a pas plus de personnes qui ont... les autres partis, oui, quelques députés, petits partis. Et puis, ça a suivi les élections municipales. Mais les élections législatives ont été boycottées par les RDR. Mais c'est leur droit. Le président dit, c'est leur droit. Mais après, aux élections municipales, ils sont venus. Ah, c'est aussi leur droit. Mais ils ont raclé les communes à hauteur de 64 communes. Le PDCI a eu 54. Le RPI au pouvoir, 33. Nos députés sont là. Nos conseillers municipaux sont là. Et voilà, c'est comme ça. C'est les urnes qui ont parlé. L'homme n'a pas dit, ah écoutez, il faut tripatouiller dans cette histoire parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. Voilà la situation. Ce sont ces deuxième acte démocratique qui me paraît très fort. Et puis, il a toujours rêvé de mettre les Ivoiriens ensemble, pour vivre ensemble. Et pour cela, il a organisé le Forum national pour la réconciliation. Les Ivoiriens se sont parlé, ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont plus d'idées. Moi, j'ai des cassettes, comment les gens se sont parlé. Mais c'était à fond la caisse. Alors, la libération de la parole. Il y a, depuis que nous sommes là, vous le savez très bien, mon collègue n'est pas là, sinon, voilà. On a toujours connu, les gens de ma génération et plus, ont toujours connu en Côte d'Ivoire un seul journal. Fraternité matin. Fraternité matin. Ça se lit à 5 h du matin. Si c'est pas très bon, ben voilà, on va dire que le journal n'est pas sorti. Mais depuis que Laurent Gbagbo est là, vous allez sur le marché, vous ne savez même pas lequel vous allez lire. Tellement qu'on a, le peuple n'a peut-être pas les moyens de tout payer. 10 journaux pour rentrer à la maison, ils lisent les titres et ils ont l'information, ils rentrent. Mais ça, c'est la démocratie. La prolifération des quotidiens d'information en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas où les situer. Et ça, à mon avis, c'est un acte démocratique de fond. 5e acte ainsi. Vous savez, si aujourd'hui, certains grands dirigeants du pays sont en prison, eh bien, je crois que les autres partis ne feraient pas ainsi. Je connais mon maître à penser, Zoukrana, qui est là, qui est en prison. Pourquoi? Parce que le président a pris une initiative qui est noble. Nous, on n'a pas peur, on le dit, qui est noble. Il s'agissait de libéraliser le secteur du café-cacao. Pourquoi? Parce que le paysan qui produit, au lieu de lui faire une certaine péréquation dont il ne sait pas ce que l'État gagne à l'extérieur, va suivre donc de la production à la vente, contrôler donc leurs produits. Alors on a mis les bâtons dans les roues, et puis on a cité des noms. Sont-ils coupables? Ne sont-ils pas coupables? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont la présomption d'innocence, ils ne sont pas en prison. Mais un président pourrait dire, mais ils ont la présomption d'innocence, ils ne sont pas encore jugés. Mais ils sont là, parce que le président ne va pas se mêler à la justice, nous avons la confiance à la justice du pays. Voilà un acte démocratique. 3 minutes, il me reste. La peau. De fil en aiguille, je viens de dire ici, les accords, les Ivoiriens connaissent, et puis on est tombé maintenant sur l'accord politique de Ouagadougou, qui est une action ivoiro-ivoirienne. Et le pont a coulé, l'eau a coulé sur le pont, et nous sommes arrivés maintenant à une entente. Les Ivoiriens étaient
Vraiment, on était inquiets. À tout bout de temps. La méfiance des uns des autres. Même ici, en Europe, où nous vivons en liberté. Alors, finalement, tout ça s'est estompé. Je crois que beaucoup n'ont pas cru, j'ai dit moi-même. Mais aujourd'hui, il y a la fin de la souffrance des Ivoiriens qui se dessine à l'horizon. Le 31 octobre, nous allons aux élections. J'ai retrouvé la date. Nous allons aux élections. Et donc, nous pensons qu'après cette élection, la paix reviendra définitivement à la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vais essayer de m'arrêter là. Mais je voudrais quand même dire, il me reste 1 minute, je voudrais quand même dire que dès son accession au pouvoir, il a créé le département au sein du ministère des Affaires étrangères, le département des Ivoiriens à l'étranger. Parce que les Maliens, ils drainent 120 millions de francs CFA au Mali. Les Marocains, ils drainent la moitié du budget national marocain alloué au développement. Les Comoriens, ils apportent 750% du budget national alloué au développement aux Comores. Il y a un déficit en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens maintenant, le président d'envoyer mais nous ne sommes pas repris là-dedans. Et le président a mis ce département pour nous dire, venez investir. Donc il nous appartient maintenant, nous, de la diaspora, d'assurer notre visibilité, notre CV, pour que nous faisions partie intégrante des maillons essentiels du développement. On n'est pas oublié, ça c'est l'action de Gbagbo. Je vous remercie. Merci, monsieur Guy, du FPI. Bon, la parole revient à monsieur Loko, du PDCI, RDA, étant absent. Donc, nous allons passer la parole à monsieur Ouattara Mamadou, qui non plus n'est pas là. Bon, d'accord. Ouais, mais je pense quand même que c'est quand même bon de citer quand même ces absents pour quand même les montrer à tout le monde que tout le monde était invité. Bon, donc, du fait qu'ils n'ont pas pu, pour une raison ou pour une autre, se déplacer, nous allons passer donc la parole à Maître Zoku, le DDC du président, son Excellence, Laurent Gbagbo. Je vous remercie de me donner l'opportunité de me retrouver à cette table. Je suis très heureux et honoré en même temps d'être devant vous. Et je voudrais particulièrement remercier mon aîné, le représentant du FPI au Benelux, M. Bernard Guetounan, qui est un homme de grande valeur, qui est un homme engagé pour une cause qu'il défend depuis de nombreuses années, sans en avoir attendu une quelconque récompense, et qui, malgré les vicissitudes de ce combat, continue de le mener. Et moi, je suis heureux d'être à ses côtés, parce que vous le connaissez tous comme étant le représentant du parti, le FPI, qui est le parti du président Laurent Gbagbo, et vous me voyez à ses côtés aujourd'hui en qualité de directeur de campagne du président Laurent Gbagbo au titre de la majorité présidentielle. Vous pouvez donc imaginer que M. Guetounan mérite assurément les éloges que je viens de faire. Ils viennent du cœur parce que, légitimement, il aurait pu être celui qui devait être chargé de diriger cette campagne. Mais une décision est intervenue dans le contexte décidé par le président de la République lui-même d'associer toutes les forces possibles, les forces du changement, les forces du progrès à ses côtés. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous formons un tandem. Et il est donc associé à cette campagne, non seulement en tant que représentant du FPI, mais aussi en tant que directeur des campagnes adjoint. Moi, je dis même qu'il est co-directeur des campagnes du président Laurent Gbagbo. Mon cher Bernard, merci beaucoup. Je suis sûr que le ciel te rendra au centuple la valeur de ton engagement. J'ai déjà écrasé une lame. L'idée qui nous unit justement aujourd'hui, cette idée de majorité présidentielle, en réalité,
n'est pas tombée du ciel, c'est une idée qui s'inscrit dans une tradition ivoirienne. Une tradition qui a été initiée et développée dans le jeu politique moderne par le premier président de la Côte d'Ivoire, qui est Félix Houphouët-Boigny, qui est un homme de dialogue, un homme qui a essayé de conduire son pays sur une base unitaire, en essayant de mettre ensemble les forces les plus divergentes pour faire de la Côte d'Ivoire le pays moderne qu'il est aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo s'inscrit également dans cette démarche qui elle-même prend appui dans nos traditions africaines, cette tradition du dialogue, cette tradition du partage, cette tradition de la solidarité. Et la majorité présidentielle est née de ce désir de faire comprendre aux Ivoiriens que nous pouvons faire la politique d'une autre manière, de manière civilisée et de la manière la plus unie possible. L'idée de majorité présidentielle avait été déjà mise en évidence par Laurent Gbagbo lorsqu'il a été élu, alors même qu'il a été le seul à être élu. Il s'est empressé, ayant eu conscience des difficultés du pays, des divisions qui régnaient dans le pays, il a eu cette idée du Forum pour la réconciliation nationale qui s'est soldée par la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Je crois que c'est très important de le rappeler et de rappeler qu'avant la tragique nuit du 18 et 19 septembre, en Côte d'Ivoire, nous avions un gouvernement où tous les partis étaient représentés. Tous les partis, assurément, unis dans le désir de relancer le pays. Et puis, malheureusement, il y a eu ce coup d'arrêt qui a failli être fatal au pays, mais qui finalement a été transformé en force et a permis de mettre fin au combat armé pour aller à un dialogue politique dont l'aboutissement est donc le fameux accord de Ouaga. Et dans le cadre de cet accord de Ouaga, nous avons encore cette notion de majorité présidentielle. Nous avons un gouvernement ouvert à toutes les forces, même si certaines, le matin, appellent le président son excellence et le soir le dénigrent. Toujours est-il que en Côte d'Ivoire, on reconnaît quand même une autorité, c'est celle de ce chef-là. Et pourquoi la reconnaît-on? C'est parce qu'on pense qu'il mène une politique au service de l'intérêt général. Et donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons sous cette bannière parce que également la guerre est passée par là. La guerre a nécessité une mobilisation. Et dans cette mobilisation, ce ne sont pas que les militants du FPI, ce ne sont pas que les habitants de la région de Laurent Gbagbo qui l'ont soutenu, ce sont des gens d'horizons différents qui sont venus de tous les partis. Il y en a qui ne faisaient pas de politique, mais qui ont considéré qu'il était injuste que ce pays fût attaqué comme il a été. Et donc, dans cet élan, d'autres forces sont venues soutenir le parti mère, le parti socle, le FPI, pour dire au président que dorénavant, nous comprenons que vous êtes l'héritier, en fait, de cette tradition dont je viens de parler. Vous êtes l'héritier de ce sens du partage et de l'union sans lequel la Côte d'Ivoire ne s'en sortira pas. Voici le sens de la notion de majorité présidentielle et voici le sens de ma présence devant vous. Ce que je puis faire passer comme message, c'est que, effectivement, que va-t-il se passer d'ici le 31 octobre? Que va-t-il se passer après le 31 octobre? Et former le vœu que tout se passe pour le mieux, mais je sais que les uns et les autres, nous avons des inquiétudes. C'est aussi de cela que nous allons parler ensemble aujourd'hui. Nous avons des inquiétudes parce que nous ne savons pas. Il y en a qui annoncent déjà l'apocalypse, il y en a qui annoncent un scénario à la Kenyane. Cela n'est pas souhaitable. Et nous, en tant que membres de la diaspora, nous devons donner l'exemple. Nous devons aussi nous faire les interprètes de cet exemple auprès de nos parents en Côte d'Ivoire pour montrer que l'enjeu de cette élection dépasse nos modestes personnes et qu'il s'agit de redresser la Côte d'Ivoire autour du programme de celui qui aura gagné et qui aura donc eu la majorité des suffrages.
Voici le sens de ma première intervention, pour vous dire qu'en tant que diaspora, il y a aussi des éléments sur lesquels spécifiquement nous devons nous entretenir. La question par exemple de l'investissement des acteurs de la diaspora en Côte d'Ivoire, comment créer une PME sans passer par toutes les tracasseries, comment accéder à la propriété en Côte d'Ivoire, comment accéder aux documents administratifs, comment retourner au pays pour certains et par exemple y toucher leur retraite. Il y a un grand nombre de pistes qui sont tout à fait à notre portée, que nous sommes en mesure de développer, et c'est aussi un des aspects sur lesquels j'aimerais que nous puissions dialoguer directement afin de recueillir le plus d'idées positives et les transmettre non seulement à notre candidat, mais je pense à l'ensemble des candidats pour leur dire que si vous êtes élus, voici ce sur quoi vous devez aussi travailler pour mériter de votre confiance. Je vous remercie.